En tout cas, une chose est certaine, on a aujourd'hui beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et le premier des gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et donc on en émet de plus en plus, on en a de plus en plus dans la haute atmosphère, puisque l'air est de plus en plus chaud, et 1 degré de plus dans l'atmosphère, c'est 7% de capacité de contenance de vapeur d'eau en plus. Vous voyez, c'est pas 1 pour 1, c'est 1 pour 7. Parce qu'on a construit sur des couches d'argile. À certains moments, on va avoir des pluies diluviennes. On va énormément permettre à l'argile de se gorger d'eau, donc de gonfler. Et à d'autres moments, on va passer des périodes très longues de sécheresse où ces couches d'argile vont sécher. Et donc, des constructions anciennes qui étaient faites sans fondation, et puis maintenant, on les voit souffrir par le fait des déformations des murs et des fissures apparaissent. C'est probablement un des plus gros problèmes qu'on va avoir dans les 5, 10, 20 ans qui viennent, c'est faire face à ces mouvements dus au retrait et gonflement des couches inférieures d'argile sur lesquelles on a construit. Bonjour, dans cette vidéo, je souhaite vous parler de bouleversements climatiques et des effets des bouleversements climatiques sur nos vies et tout particulièrement sur nos habitats. En effet, l'habitat, c'est le cœur de mon activité. Et non seulement l'habitat en tant que bâtiment qu'on doit construire, qu'on doit entretenir, donc le bâti, comme on dit, mais le rapport entre l'habitant et l'habitat, entre l'habitat et l'habitant. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous le savez, depuis déjà quelques années, je claironne à qui veut l'entendre que les défis du futur ne seront pas de chauffer l'hiver, mais de maintenir à des niveaux acceptables de confort et peut-être même, pourquoi pas, de survie l'été. En effet, on meurt assez peu de froid. On entend malheureusement encore de temps en temps, on entend dire que un SDF est mort de froid parce qu'il n'a pas pu se protéger une nuit à conditions extrêmement difficiles, etc., etc. Et donc, je le regrette, nous le regrettons tous, et pour autant, ce genre d'événement se produit assez rarement. Par contre, l'été, de nombreuses personnes, de très nombreuses personnes, souffrent énormément des conditions climatiques auxquelles nous sommes désormais confrontés, à savoir des canicules, à savoir des inondations, des glissements de terrain, une humidité relative très élevée, et toutes choses auxquelles on n'a pas été préparé et auxquels on n'était pas exposé jusqu'à présent et qui, contrairement au froid qui tend à diminuer, eh bien, les événements estivaux auxquels on n'est pas préparé, eux, s'amplifient, deviennent de plus en plus nombreux, répétitifs, récurrents et durent sur des périodes de plus en plus longues. Alors que se passe-t-il? C'est principalement autour de l'humidité relative que le grand inconfort s'installe. Certes, on a chaud, certes, on a aujourd'hui de plus en plus de vagues de canicule, je le déplore, nous le déplorons tous. On sait à peu près, en conditions habituelles telles qu'on les connaissait jusqu'à présent, comment s'en protéger. Et déjà, la nature, notre organisme, notre métabolisme nous aide en cela, à savoir que le plus gros de l'évacuation de l'excès de chaleur, puisque on capte de la chaleur par échange, par rayonnement avec tous les éléments qui nous entourent, été comme hiver, et l'hiver, on a plutôt tendance à être dans un échange qui nous est défavorable, c'est-à-dire qu'on émet plus d'infrarouge qu'on en reçoit, on est donc en déséquilibre, et il faut compenser par soit nous-mêmes émettre moins d'infrarouge, soit en capter plus, en tout simplement en émettant plus depuis les éléments qui nous entourent. Mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, l'été,
quand on a trop chaud, on aimerait en capter moins. Nos habitats ne sont pas protégés, pas suffisamment bien en tout cas, contre cela. Et il faudrait que nous en émettions des infrarouges, que nous nous débarrassions d'un peu de notre excédent de chaleur. Alors pour ce faire, comment fonctionne notre métabolisme? Eh bien, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que lorsque l'on a chaud, plus on a chaud, plus on devient rouge. Et donc c'est notre système sanguin qui s'organise, hein. On a une vasodilatation qui fait qu'on organise un flux sanguin très important de l'intérieur vers l'extérieur. Et on irrigue énormément les petits vaisseaux sanguins en surface de la peau en espérant que ainsi on va avoir de la chaleur qui va s'en aller. Et donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la transpiration. La transpiration qui fait que notre surface de peau devient couverte d'eau. Alors, il n'y a pas que de l'eau, il y a des sels dedans, etc., mais principalement de l'eau. Et cette eau s'évapore. Et l'évaporation de l'eau provoque une consommation d'énergie dans le milieu ambiant proche de cette évaporation. Donc, si on a de l'eau sur la peau, que cette eau s'évapore, eh bien, c'est de la chaleur que l'on puise sur notre peau et qui se dissipe dans l'atmosphère. Donc, ça nous permet de nous refroidir. Simplement, pour que la transpiration puisse s'évaporer, il faut que les conditions requises à cela soient réunies. Et on sait que plus un air est chaud, plus il peut prendre de vapeur d'eau, mais jusqu'à un moment donné où il est ce qu'on appelle saturé. On atteint alors ce qu'on appelle le point de rosée et la vapeur d'eau, au contraire, redevient de l'eau liquide. Et donc, lorsque l'on a très chaud, mais qu'on est dans un milieu d'air chaud et sec, eh bien, effectivement, notre transpiration peut s'évaporer dans l'air et nous permettre de nous refroidir. Mais si, et ceux qui sont allés sous les tropiques le savent, on se trouve dans un milieu à la fois chaud, mais déjà très, très chargé en humidité, avec une humidité relative très élevée, eh bien, on ne peut plus espérer que notre transpiration s'évapore. Et à ce moment-là, le refroidissement que je vous ai décrit précédemment ne peut plus se produire. On ruisselle de sueur, mais cette sueur, eh bien, on ne peut que au mieux l'essuyer, s'en débarrasser, mais on ne peut pas espérer qu'elle s'évapore ou pas suffisamment, et donc pas de refroidissement possible. Et que se passe-t-il avec les bouleversements climatiques? Eh bien, nous sommes en train de devenir des climats de type à la fois de mousson et tropicaux, pas dans les mêmes temps, hein. Donc, pourquoi climat de mousson? Eh bien, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, phase par phase. D'abord, s'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de vapeur d'eau dans notre air pour qu'il soit ainsi proche de la saturation et qu'on ne puisse plus espérer l'évaporation de notre transpiration. Plus notre planète se refroidit, plus l'air de l'atmosphère est chaud. Plus il est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Et dans le même temps, nous provoquons l'augmentation de la température de surface des mers et des océans. Et donc, nous provoquons plus d'évaporation. Enfin, pas nous, ce sont les conditions qui provoquent ça. Alors, nous avons provoqué ce qui a généré ça. Ça, c'est autre chose. Mais donc, on a plus d'évaporation au niveau des océans et de l'air plus chaud qui peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc, on a énormément de présence de vapeur d'eau dans l'air. C'est ce qu'on appelle une humidité relative élevée. Et ça, on l'a vu apparaître petit à petit dans le sud-ouest, hein, donc une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et on l'a vu apparaître aussi en Bretagne. Alors le sud-ouest, bah, ça s'explique, hein. On a tout le golfe qui est là et on a donc de l'évaporation au-dessus de l'océan. On a naturellement des courants d'air qui nous ramènent cette humidité vers les terres, hein. Et donc on a effectivement
de l'air qui est très saturé en vapeur d'eau. J'ai des amis qui habitent sur Bordeaux et il devient de plus en plus difficile de se protéger contre la chaleur dans le Bordelais, entre autres. Mais pas que dans le Bordelais, hein, c'est une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine qui est concernée. La Bretagne l'est aussi. J'ai un neveu qui habite entre Rennes et Saint-Malo et qui m'a fait état de déboires qu'il avait dans sa maison. Probablement qu'un jour je ferai une vidéo sur ce qui lui est arrivé. Et j'ai essayé de comprendre. Parce que sa maison a une quarantaine d'années, c'est une maison à Ossature-Bois. Il l'a achetée, lui, il y a 4 ou 5 ans, et de gros travaux ont été faits sur cette maison il y a environ 20 ans. Bref, la maison est ainsi conçue que elle reste fraîche. Pourquoi reste-t-elle fraîche? Parce qu'elle est de plein pied, elle n'a pas d'isolation au sol, donc on a une très forte capacité du sol, le froid attirant le chaud, à évacuer la chaleur qui arrive l'été, parce que en Bretagne, contrairement à ce que disent certaines mauvaises langues, eh bien, il y a du soleil et il peut y faire chaud, hein. Eh bien, dans sa maison, tout demeure frais. Toute la partie habitable demeure fraîche parce que justement, on a cette situation qui est d'avoir une construction sur terre-plein. En plus, il a un sol, un terrain extérieur qui est relativement humide, pas loin d'une rivière, donc une nappe phréatique ou alluviale ou fluviale, pardon, qui est très très proche de la surface, hein. Et la Bretagne étant entourée par la Manche d'un côté et l'Atlantique de l'autre, eh bien, on a des apports d'humidité du fait de l'évaporation de l'eau marine, donc tout autour de la Bretagne. Et ces combles sont ainsi faits que il y a un peu d'air qui arrive dedans, mais il n'y a pas de renouvellement d'air possible. Et il m'a procuré des vidéos, des photos, où je lui ai demandé d'installer un thermomètre et un hygromètre dans ses combles pour regarder ce qui s'y passe et de relever les températures également et l'humidité relative à l'extérieur, dans l'atmosphère, hein, et dans sa maison. Eh bien, dans certaines situations, il a mesuré jusqu'à 55-58 degrés Celsius dans ses combles et une humidité relative de plus de 70%. C'est-à-dire énormément d'humidité relative dans ses combles et une très forte température, hein, température élevée et beaucoup de vapeur d'eau dans l'air. Par contre, dans sa maison, 25-26 degrés Celsius, et ça a provoqué un choc thermique au niveau du plafond de sa maison, hein, et donc une condensation de cette eau en excès dans l'air des combles et qui, en contact du placo, qui lui était beaucoup plus froid, eh bien, a atteint les conditions du point de rosée. Et donc, il y a eu une matérialisation d'eau dans certaines parties de sa maison qui ont provoqué le décollement de calicot du placo, hein, les bandes de joint, qui sont faites depuis plus de 40 ans, hein. Et donc là, il y a quelque chose que je ne comprenais pas, hein, parce que il m'a fait état de ça, on était en juin, juillet de l'année dernière, ça a commencé l'année dernière, hein. Et donc je voulais comprendre. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est en train de tendre vers un climat tropicale en Bretagne. Alors, on n'a pas les températures de la Réunion, de la Martinique ou autre, ça c'est bien clair, mais on tend vers des conditions propices à des inconforts de même type, c'est-à-dire tellement d'humidité dans l'air que on a du mal à faire sécher son linge, on a du mal à... si on lave le sol de sa maison, il met un temps infini à sécher. Euh, on transpire et notre transpiration ne s'évapore plus, etc., etc. Voilà ce qu'on a généré et tout ce que le bouleversement climatique est en train de faire. Alors, pourquoi je vous ai parlé aussi de climat de mousson? Parce que il faut comprendre comment fonctionne la nature.
On est soumis à des saisons qui, jusqu'à présent, étaient relativement simples à suivre. Quelques de temps en temps, on pouvait dire: «Ah, on a un printemps pourri» ou «On a un automne, ça va pas. Ah, cet été, c'est pas terrible» et cetera. Oui, mais globalement, c'était quand même assez stable. C'est-à-dire que on va prendre depuis le 1er janvier, on va le faire de façon calendaire et donc en janvier, février, mars, on a des mois très froids. Pourquoi a-t-on ou on avait en tout cas des conditions très froides? Qui étaient liées à 2 ou 3 phénomènes, faciles à comprendre et vous allez voir, c'est très simple. Pour qu'il fasse froid, il faut que le soleil illumine la Terre pendant des temps courts. C'est-à-dire que les journées soient courtes et les nuits soient longues. Pourquoi cela? Parce que la Terre est réchauffée dans la journée par le rayonnement solaire, d'autant plus quand il n'y a pas de nuages, mais même quand il y a des nuages, il y a quand même du rayonnement solaire qui passe, et quand il n'y en a pas, c'est encore plus marqué. Et ce rayonnement solaire est effectivement court pendant ces mois de janvier, février, mars, où ça a tendance petit à petit à s'allonger. Et où on voit que les mois les plus froids sont effectivement janvier, février. Et donc, pourquoi sont-ils froids? Non seulement ils sont peu chauffés par le rayonnement solaire dans la journée, mais ils sont fortement exposés à la voûte céleste la nuit. Et cette voûte céleste, elle se situe à une température qui navigue entre moins 50, 60, 70 degrés, hein. On est dans les températures négatives, hein. Moins, on va dire en moyenne, moins 70, moins 75 degrés Celsius. Ça, c'est la température de la haute atmosphère. Et donc, certains connaissent déjà de mes vidéos qui parlent du rayonnement. J'ai aussi fait des écrits là-dessus. Je mettrai des liens, nous mettrons des liens dans le descriptif de cette vidéo. Et tout ce qui est chaud, c'est-à-dire au-delà du zéro absolu, c'est-à-dire au-dessus de moins 273 degrés Celsius, émet du rayonnement. Autant dire que dans la vie courante, tout rayonne. Et ce rayonnement, il y en a une partie qui est de l'infrarouge. Et ces infrarouges, c'est ce qui est le plus important pour transporter la chaleur. Il faut savoir qu'un rayonnement, c'est une énergie lumineuse qui est en mouvement. Et lorsque l'on arrête le mouvement, lorsque l'on arrête le rayon, eh bien, cette énergie se dissipe sous forme de chaleur. On le connaît tous, quand on s'approche d'un feu de bois, eh bien, on ressent le rayonnement du feu de bois et tout naturellement, on approche nos mains du feu de bois parce que, sans qu'on nous l'ait expliqué, notre organisme a fort bien compris que plus je suis proche de la source d'émission du rayonnement, plus je capte de ce rayonnement et plus j'en tire profit pour me chauffer. C'est comme ça aussi que la Terre que le Soleil chauffe la Terre. Et donc, dans la nuit, notre Terre, qui a une température de surface qui est en moyenne sur la petite partie que l'on habite, de l'ordre de 16, 17, 18 degrés Celsius environ. Et même s'il fait très froid, on peut, sous nos latitudes, voir les températures descendre. Je l'ai connu, nous l'avons connu il y a 30, 40 ans, des moins 25, moins 30. Bon, il y a belle lurette qu'on voit plus ça. Ça peut se reproduire, ça se reproduira probablement, mais de façon exceptionnelle. Alors qu'autrefois, c'était quand même assez courant de tomber en dessous de moins 10, moins 15. Aujourd'hui, quand on a du moins 5, moins 7, on s'entend dire: «Oh, ouais, il fait vraiment très froid». Non, non, ça, c'est pas très froid. C'est froid, mais c'est pas très froid. Et donc, la surface de la Terre est à cette température-là, alors que la haute atmosphère est aux environs de moins 70, moins 75 degrés Celsius. Donc, nous émettons énormément d'infrarouges, enfin énormément, en tout cas beaucoup plus que nous n'en recevons. Et donc, les nuits d'hiver, longues et sans nuages, sont beaucoup plus froides
que les nuits d'été. Parce qu'on a beaucoup plus de temps de déchargement, on va l'appeler comme ça, hein, où on émet de l'infrarouge vers la voûte céleste, que de temps où le soleil vient nous chauffer. Et donc, ces périodes-là provoquent peu d'évaporation sur la surface des mers. On a peu de capacité de l'air de se charger en vapeur d'eau parce qu'il est froid, hein. Non, enfin, il est froid. On a un air autour des parties que nous habitons qui n'est pas très chaud, hein, jusqu'à 2000, 3000, 4000 mètres d'altitude, hein. On va se mettre dans cette tranche d'épaisseur d'air, hein. Et donc, on peut avoir quelques précipitations, mais pas de façon très importante. Et au fur et à mesure que on progresse dans la saison, on va avoir de plus en plus de soleil, donc de plus en plus d'évaporation. On va avoir une augmentation de la température de l'air qui va donc pouvoir contenir plus de vapeur d'eau. Et on va atteindre à un moment donné, le point d'équilibre était, et c'est pour ça qu'on parle des giboulées de Mars, vers mars, avril, mai. Donc on entrait dans le printemps et on avait des mois où il pleuvait beaucoup. Les agriculteurs le savent. Moi, j'habite dans le Bourbonnais. Dans le Bourbonnais, on dit le mois de mai, c'est le mois de la pluie. Alors, c'était le mois de la pluie. Aujourd'hui, ça l'est moins que ça ne l'était. Mais c'était le mois de la pluie. Et donc, ça tombait bien. La nature avait besoin d'eau. Ça permettait à l'herbe de redémarrer, aux plantes de refaire des feuilles, etc. La nature se réveillait, hein. Et on avait quelques précipitations, mais pas énormes, hein. Et donc, les grosses inondations, c'était plutôt à l'automne et l'hiver qu'elles avaient lieu, hein, mais pas dans ces périodes-là. Et donc maintenant, on a eu des bouleversements qui font que on a de l'eau, bien évidemment, il pleut un peu pendant ces mois de avril, mai, juin, mais pas forcément énormément, hein. Et en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que cette, les ensoleillements que l'on a, la Terre qui s'est réchauffée de 1,5 degré, 2 degrés environ depuis 25 ou 30 ans, hein. Certains pensent peut-être un peu plus, notamment en Europe, hein, notamment en France. Mais bon, on va pas se battre à des dixièmes de degrés près. C'est les grandes tendances qui nous intéressent. Eh bien, donc, on a de l'air qui est de plus en plus chaud. On a des canicules qui sont de plus en plus rapidement là, hein, puisque on a connu l'année dernière, par exemple, ou il y a 2 ans, je ne sais plus trop, mais en 2002 ou 2003, une canicule dès le mois de juin, hein. Alors, quand a-t-on des canicules? Ben, on a des canicules quand on a une durée d'ensoleillement extrêmement longue et des nuits courtes, contrairement à ce qui se passe l'hiver, hein. Et en plus de ça, la course de la Terre autour du Soleil n'est pas est elliptique, hein. Donc il y a des moments où on passe plus près du Soleil que d'autres, etc. Bref, toutes ces conditions-là font que on a effectivement de plus en plus de canicules parce que on a aussi émis beaucoup de gaz à effet de serre. Je ne vous en ai pas encore parlé. Ça, c'est l'autre élément qui entre en considération. C'est-à-dire que quand la Terre reçoit du rayonnement solaire, ce rayonnement solaire passe, la Terre est réchauffée, elle-même réémet du rayonnement, pas tout à fait de la même longueur d'onde, et une partie de ce rayonnement qu'on émet est arrêtée par les gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui sont dans la haute atmosphère et qui bloquent ces rayons, ce qui fait que c'est un petit peu comme si on était sous une serre, d'où le nom effet de serre. Et donc l'augmentation de ces gaz à effet de serre fait que, et ça c'est lié à l'activité humaine, certains le refusent, mais indéniablement, et de plus en plus de gens l'admettent, voilà, c'est comme ça, on s'est mal comporté. Certains en tout cas le savaient, et on nous a caché tout ça pour qu'on consomme, etc. Enfin bon, bref, on va pas se lancer dans les polémiques. C'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, une chose est certaine, on a aujourd'hui beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et le premier des gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau.
Et donc on en émet de plus en plus, on en a de plus en plus dans la haute atmosphère, puisque l'air est de plus en plus chaud, et 1 degré de plus dans l'atmosphère, c'est 7% de capacité de contenance de vapeur d'eau en plus. Vous voyez, c'est pas 1 pour 1, c'est 1 pour 7, hein. Donc on a effectivement énormément de vapeur d'eau dans la haute atmosphère, et cette vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Alors, j'ai écrit un article, je vous le mettrai en lien, où je détaille toutes ces choses-là et je pense que vous pourrez y trouver des renseignements intéressants. Mais je ne vais pas tout détailler ici, ça serait beaucoup trop long, hein. Et donc, vous irez lire cet article si vous voulez avoir les renseignements. Et en plus, j'ai énormément sourcé tout ce que j'annonce dans l'article, hein, de façon à euh, éviter les contestations éventuelles que je vois d'ores et déjà arriver. Et donc, les conditions sont requises pour que on ait de temps en temps des situations telles que ce que nous vivons ou ce que nous avons vécu depuis le début de l'été, à savoir des pluies énormes et des conditions climatiques complètement bouleversées. Certaines années, on va avoir des canicules, d'autres années, on va avoir des pluies. Ce qui est certain, on aura des températures beaucoup plus élevées que la normale et on aura des pluies beaucoup plus intenses que la normale. Pas en même temps, c'est évident. Pas forcément les mêmes années, c'est évident. Mais nous devons nous préparer à ces phénomènes-là. Et c'est pour ça que je me sens légitime à parler de ça, non pas pour dire ce qu'il va falloir faire pour limiter les bouleversements climatiques, parce que de toute façon, les choses sont enclenchées, et quand bien même on arrêterait aujourd'hui d'émettre du gaz à effet de serre, à commencer par le CO2, ne serait-ce que parce qu'on a réchauffé la surface de la croûte terrestre, on a une partie du permafrost qui a dégelé, on a énormément d'évaporation qui se produit depuis là et d'émissions de méthane qui a une capacité d'impact sur les effets de serre bien supérieure au CO2. Donc quand bien même on arrêterait, on a mis en route un système, ce qu'on certains appelleraient, on a ouvert la boîte de Pandore. Bah oui, on a ouvert la boîte de Pandore, c'est comme ça, voilà. Et on va mettre, enfin, la situation va mettre probablement plusieurs centaines d'années à revenir vers un point d'équilibre. En tout cas, plus proche de conditions qui nous seraient plus favorables. Donc, même si je ne suis pas spécialiste, compte tenu que moi, je m'occupe des habitats et que nos habitats sont impactés et votre confort dans les habitats est impacté et la tenue même de vos habitats est impactée ou de certains habitats est impacté, hein, entre autres, par exemple, hein, je vous ferai aussi des vidéos là-dessus un jour ou l'autre, sur les retraits-gonflements des couches d'argile, hein, donc ce qu'on appelle le RGA, de plus en plus en abréviation, hein, si vous voyez RGA, c'est retrait-gonflement des couches d'argile. Parce qu'on a construit sur des couches d'argile, à certains moments, on va avoir des pluies diluviennes, on va énormément permettre à l'argile de se gorger d'eau, donc de gonfler. Et à d'autres moments, on va passer des périodes très longues de sécheresse où ces couches d'argile vont sécher. Et donc, des constructions anciennes qui étaient faites sans fondation, euh, euh, sans fondation, je cherche le nom, je ne le trouve plus, c'est pas grave, en béton armé, hein, les semelles filantes, voilà, sans semelles filantes, hein, et sans liaison des éléments entre eux avec des bétons armés ou autres systèmes, eh bien, ces maisons anciennes qui étaient construites sur des lits de sable et sur des pierres plates se sont très bien comportées pendant des dizaines et des dizaines d'années, des centaines d'années pour certaines, et puis ben, maintenant, on les voit souffrir par le fait des déformations des murs et des fissures apparaissent, des ouvertures ne s'ouvrent plus ou ne se ferment plus, des fissures apparaissent dans les murs, apparaissent au sol, etc., etc. Et cetera. Et c'est probablement un des plus gros problèmes qu'on va avoir dans les 5, 10, 20 ans qui viennent, c'est faire face
à ces mouvements dus au retrait et gonflement des couches inférieures d'argile sur lesquelles on a construit. Donc, vous voyez, tout nous impacte. Alors, il est important de comprendre donc comment ça se passe et une fois qu'on aura bien compris comment ça se passe, qu'on ne peut pas l'éviter, eh bien, se prémunir pour savoir ce que l'on peut faire. Alors, cette première vidéo, elle ne traitera pas de ce que l'on peut faire, mais elle va traiter simplement de enfin, du fait que c'est inéluctable et que on ne pourra plus échapper à ces bouleversements climatiques. Et donc, à partir du moment où on aura admis ça, on admettra qu'il va nous falloir nous adapter. Notre organisme ne va pas s'adapter suffisamment vite, ça n'est pas possible, hein. On le sait, il y a la loi de la sélection et la loi de l'évolution, on en a deux, hein. Il y a Darwin qui pensait que c'était la l'évolution des espèces qui était importante et on a démontré depuis qu'il y a aussi la loi de la sélection et certaines espèces d'animaux sont plus adaptées que d'autres et résistent mieux, donc disparaîtront moins vite. Et malheureusement pour nous, nous ne sommes probablement pas, et de loin s'en faut, l'espèce la mieux adaptée à ce qui nous attend. Donc, il faudra qu'on adapte nos modes de vie et nos habitats. Ça, c'est une absolue nécessité. Il faut en prendre conscience et s'y préparer. Ça ne sera pas forcément simple, ça ne sera pas facile, mais il le faudra, hein. C'est impératif. Alors, pour continuer sur cette évolution donc au fil du temps, eh bien, on va effectivement avoir, on a vu là donc mars, avril, mai, juin, qui deviennent de plus en plus, en se rapprochant de l'été, plus ça va, plus les pluies se décalent vers l'été. On a des périodes qui vont être très pluvieuses ou très caniculaires pendant les périodes d'été. Et on va arriver en octobre, novembre, décembre, où autrefois on avait d'énormes quantités de pluie parce que on avait de l'eau dans l'atmosphère. Cette atmosphère se refroidissait parce que les jours raccourcissaient, parce que les nuits rallongeaient. Donc le fameux équilibre ou déséquilibre entre émission et réception d'infrarouge nous redevenait défavorable et ça permettait aux nappes phréatiques de se recharger. Voilà comment ça fonctionnait auparavant et je vous ai expliqué sommairement en quoi nous avons bouleversé ces éléments-là avec ces événements, ces déroulements avec donc nos gaz à effet de serre. Je dis bien nos, hein. Ils ne nous appartiennent plus, mais ils sont bien du fait de nos activités, ils sont d'origine anthropique, hein. Anthropique donc qui a pour cause les activités humaines, hein. Eh bien, voilà en gros ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans le futur, c'est que il va nous falloir effectivement adapter nos habitats parce que moi j'habite dans le Bourbonnais par exemple et dans la prochaine vidéo je vais en parler un peu plus en détail parce qu'il y aura une vidéo qui va suivre celle-ci. J'ai déjà aussi largement parlé de ce que je viens de décrire là dans l'article dont je vous ai fait part, hein, et il y aura d'autres articles qui suivront. Eh bien, nous verrons comment nous y prendre parce que lorsque on a à l'intérieur d'une maison une température de 30 degrés Celsius, voire un peu plus, et une humidité relative qui dépasse les 65, 68, 70%, eh bien, on ne peut effectivement pas espérer être dans le confort sans prendre des dispositions très particulières. Et donc, il va falloir qu'on adapte nos habitats et qu'on opte pour des systèmes, parce qu'il faudra des systèmes, qui nous permettront de faire face à ces conditions extrêmes. Voilà ce que je souhaitais aborder avec vous. Alors, je suis désolé, hein, j'aurais préféré vous dire que tout va bien, que la vie est belle. Oui, la vie est belle. Oui, elle est belle. Oui, c'est une belle époque parce qu'on a l'obligation de devenir intelligent et on ne peut plus se permettre d'empiler des systèmes en disant on va essayer, on va essayer, on va essayer. Non, ça on peut plus. Il faut aller vers l'efficacité. Il faut se rendre, miser sur la lutte contre ce qui nous est le plus
possiblement, ou nous sera le plus possiblement, on va aller jusqu'à ce mot-là, fatal, hein. Donc, on est effectivement dans des temps où il nous faut nous préparer et préparer nos habitats. C'est ce que je souhaitais aborder avec vous. Alors, on n'est pas sans solution, hein. On n'est pas sans solution, mais ça devient plus complexe et on va avoir des choix à faire. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt!